Affaire classée à Lyon en 2020. La ville découvre que le coupable est un héros de guerre. Lyon, France, 1990. L'automne commençait à peindre les collines de la ville de tons ocre et cramoisi, tandis qu'une brise fraîche murmurait à travers les rues médiévales et contournait la majestueuse basilique Notre-Dame de Fourvière. C'était une ville d'histoire, d'art et d'un certain je ne sais quoi qui charmait tous ceux qui la visitaient. Mais sous cette façade de beauté et de culture, quelque chose de sombre était sur le point de se produire, une affaire qui résonnerait pendant des décennies. Isabelle Dubois, une artiste plasticienne de 32 ans, originaire de Bordeaux, était une âme vibrante qui avait trouvé son refuge créatif dans un charmant appartement sous les toits d'un vieil immeuble, rue de la Bombarde. Ses journées étaient remplies des couleurs de ses toiles et de l'énergie de ses expositions. Talentueuse, prometteuse et menant une vie sociale active, Isabelle était l'incarnation de l'effervescence artistique de Lyon. Personne n'aurait pu prédire que sa lumière serait si brutalement éteinte. C'était un mardi, à la fin d'une journée qui s'annonçait ordinaire, lorsque le silence dans l'appartement d'Isabelle devint assourdissant. Madame Dubois, une voisine de longue date, sans aucun lien de parenté avec Isabelle, mais animée d'une sollicitude presque maternelle pour la jeune artiste, s'étonna de l'absence de mouvement et de musique qui émanait habituellement de l'étage supérieur. Après plusieurs tentatives de contact infructueuses, un funeste pressentiment la poussa à monter les escaliers. La porte de l'appartement d'Isabelle était déverrouillée, un détail qui semblait déjà anormal. En entrant chez Isabelle, Madame Dubois fut accueillie par un chaos qui contrastait violemment avec la nature organisée de l'artiste. Un vase en céramique gisait en morceaux sur le sol du salon, ses fragments éparpillés comme les témoins silencieux d'une fureur soudaine. La voix de la voisine se transforma en un cri étouffé lorsqu'elle découvrit le corps d'Isabelle. Elle était affalée près d'une de ses toiles inachevées, la vie envolée de ses yeux. Le choc et l'horreur s'emparèrent de Madame Dubois qui, les mains tremblantes, composa le numéro d'urgence, sa voix peinante à former les mots. Des minutes qui semblèrent une éternité s'écoulèrent avant que les sirènes ne percent le calme de la rue. L'inspecteur Jean-Luc Dubois, un homme à l'air las, mais au regard perçant, arriva sur les lieux. Il fut le premier à prendre en charge une affaire qui allait bientôt se révéler être un labyrinthe de mystères. La police scientifique le rejoignit rapidement, transformant le refuge artistique d'Isabelle en un méticuleux champ d'investigation. La scène de crime était troublante. Il y avait des signes évidents de lutte, des meubles renversés, des papiers éparpillés, et le tiroir d'une commode ouvert, suggérant un possible vol. Cependant, ce qui intriguait le plus l'inspecteur Dubois, c'était l'absence d'objets de valeur dérobés. Les bijoux d'Isabelle reposaient, intacts, dans un petit coffret. Ces précieuses œuvres d'art, dont certaines déjà vendues à des collectionneurs, restaient en place, appuyées contre les murs ou sur des chevalets. Pourquoi un voleur aurait-il laissé derrière lui des objets d'une telle importance? C'était la première de nombreuses questions sans réponse. Le corps d'Isabelle présentait des lésions qui indiquaient une violence brutale. Le vase brisé semblait être l'arme du crime, mais la disposition des fragments soulevait des doutes. Il n'y avait pas d'effraction sur la porte principale, ce qui suggérait que la victime connaissait son agresseur, ou que celui-ci avait trouvé un moyen d'entrer sans forcer le passage. L'inspecteur Dubois sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était ni un crime passionnel évident, ni un cambriolage qui avait mal tourné. C'était quelque chose de plus complexe, de plus sombre. Lui et son équipe découvrirent des indices prometteurs, mais ambigus, qui ne faisaient qu'épaissir le mystère. L'affaire Isabelle Dubois ne faisait que commencer. L'affaire Isabelle Dubois ne faisait que commencer. Le docteur Sylvie Moreau, la renommée médecin légiste de Lyon, arriva sur les lieux avec son équipe, ses yeux experts, évaluant chaque détail avec un calme presque clinique. Le silence dans l'appartement d'Isabelle était pesant, seulement rompu par les clics des appareils photos de la police scientifique et les murmures discrets des enquêteurs. Après un examen préliminaire minutieux du corps, le docteur Moreau estima l'heure du décès entre 19h et 22h ce mardi-là,
une plage horaire où la rue de la Bombarde grouillait encore de la vie nocturne de la ville, mais qui, pour Isabelle, était devenue une scène d'horreur. La brutalité des blessures confirmait l'intensité de l'attaque, suggérant un agresseur mu par une rage incontrôlée. L'équipe scientifique, sous la supervision attentive de l'inspecteur Dubois, travailla sans relâche, transformant le chaos en une mosaïque de preuves potentielles. Chaque fragment du vase brisé fut soigneusement recueilli, chaque tache analysée. Sur le sol, près de la toile inachevée de la victime, on trouva une empreinte de pas partielle, faible, mais peut-être suffisante pour une identification. Des fibres de tissu inconnues, d'une couleur sombre et d'une texture particulière, furent délicatement prélevées sur les vêtements d'Isabelle et sur les meubles. Et, plus intrigante encore, sous les ongles de l'artiste, le docteur Moreau trouva des traces de peau et de sang, un signe clair de la lutte désespérée d'Isabelle pour sa vie. Ces pièces à conviction furent mises sous scellé et envoyées au laboratoire, dans l'espoir qu'elles puissent percer le mystère. Pendant que la science faisait son travail, l'inspecteur Dubois et son équipe se plongeaient dans la vie d'Isabelle Dubois. Elle était célibataire, sans enfant, et sa vie sociale était aussi vibrante que ses toiles. Ses cercles artistiques à Lyon étaient vastes, remplis d'autres artistes, de galeristes et de collectionneurs. Isabelle était connue pour sa passion, son talent et, plus récemment, pour une réussite qui l'avait élevée à un nouveau rang. Une prestigieuse bourse pour une résidence à Paris, un rêve pour tout artiste. Cette ascension fulgurante, bien que méritée, n'était pas sans contrepartie. La jalousie et le ressentiment étaient des sentiments courants dans le monde compétitif de l'art, et la nouvelle de la bourse d'Isabelle avait sans aucun doute provoqué l'envie chez certains. Les premiers interrogatoires révélèrent des détails qui ajoutaient des couches de mystère à l'affaire. Des amis proches mentionnèrent que, dans les semaines précédant sa mort, Isabelle avait reçu une série d'appels anonymes. Les appels, provenant toujours d'une cabine téléphonique publique, étaient silencieux ou ne contenaient que des chuchotements inaudibles, troublant la quiétude de l'artiste. Elle avait essayé de les ignorer, les attribuant à une erreur ou à une mauvaise plaisanterie, mais leur fréquence croissante l'avait rendue nerveuse. Sur la base de ces informations et de l'absence d'effraction, l'enquête s'orienta vers le cercle intime d'Isabelle. Pierre Valois, un ex-petit ami avec qui Isabelle entretenait une relation amicale, fut le premier à être interrogé. C'était un homme impulsif, et la fin de leur relation avait été orageuse, mais Pierre avait un alibi solide. Il était en voyage d'affaires à Marseille le jour du crime, avec des témoins et des registres d'hôtels confirmant son séjour. Un autre suspect initial fut Antoine Lefebvre, un jeune élève d'Isabelle qui avait montré un intérêt obsessionnel pour elle et qui récemment avait été refusé pour une exposition cruciale. Antoine était connu pour son tempérament instable et pour se sentir sous-estimé. Il n'avait pas un alibi aussi solide que Pierre, mais il nia farouchement toute implication, et son histoire, bien que présentant quelques incohérences mineures, ne le reliait pas directement à la scène de crime de manière concluante. La toile de suspicion commençait à se tisser, mais chaque fil semblait mener à une impasse. L'enquête s'approfondit, et l'inspecteur Dubois et son équipe s'immergèrent dans le milieu complexe de Lyon. Plus de 40 personnes furent interrogées dans les semaines qui suivirent le crime. Amis, collègues artistes, galeristes, voisins et même le concierge de l'immeuble d'Isabelle, tous furent interrogés, leurs histoires tissées et détissées à la recherche d'une faille. La vie trépidante d'Isabelle, qui semblait autrefois un livre ouvert, révélait maintenant des pages énigmatiques. Les premiers indices, bien que prometteurs, étaient comme les pièces d'un puzzle qui ne s'assemblaient pas. Les alibis étaient vérifiés, les animosités explorées, mais rien ne menait à une conclusion définitive. L'affaire, au fur et à mesure qu'elle se déroulait, ressemblait de plus en plus à un cul-de-sac. C'est au cours de ces entretiens, au milieu de descriptions banales de la vie dans l'immeuble, qu'un nom commença à émerger avec une fréquence subtilement troublante. Le général Marcel Dubois. Il n'y avait aucun lien de parenté avec la victime ou l'inspecteur,
mais sa présence était constante, bien que discrète. Marcel Dubois était un héros de guerre décoré à la retraite, une figure respectée dans la communauté, connu pour sa vie recluse et ses manières impeccables. Il vivait dans le même immeuble qu'Isabelle, un étage en dessous. Au début, il n'était perçu que comme un autre voisin âgé, un peu excentrique dans son amour pour l'art, mais inoffensif. Cependant, certains témoins, en particulier une voisine plus âgée et observatrice, mentionnèrent que Marcel portait un intérêt quasi excessif aux activités d'Isabelle. Il l'observait, la questionnait sur ses expositions et avait tenté, à quelques reprises, d'offrir à l'artiste ses propres créations, des sculptures d'amateurs, qu'Isabelle, poliment mais fermement, avait refusé. Ce rejet, l'équipe allait le découvrir, fut un tournant pour le général. Peu de temps après le meurtre, le général Marcel Dubois disparut. Pas de départ spectaculaire, juste un silence soudain. Il avait informé quelques voisins qu'il déménageait dans une petite propriété rurale, en Provence, pour vivre une vie plus tranquille. L'histoire était plausible, racontée avec le calme et la bienséance d'un héros de guerre. Cependant, lorsque l'inspecteur Dubois tenta de le localiser pour un second interrogatoire, la propriété indiquée n'existait pas, et l'emploi qu'il était censé prendre était une imposture. Le général Marcel Dubois s'était volatilisé, ne laissant derrière lui qu'une piste de mensonge et le sentiment désagréable que quelque chose n'allait pas. Son départ soudain, rétrospectivement, ressemblait plus à une fuite qu'à une paisible retraite. L'enquête se poursuivit, mais sans le suspect le plus prometteur, le rythme ralentit. Les mois passèrent. La police scientifique, lors d'un examen exhaustif des relevés téléphoniques de la ligne fixe d'Isabelle, fit une découverte tardive et intrigante. Un appel avait été passé depuis l'appartement de la victime, vers un numéro non identifié, environ 1 heure après l'heure estimée de la mort d'Isabelle. C'était un appel court, de moins de 30 secondes, et sa destination restait un mystère, car le numéro ne pouvait être tracé. Qui aurait pu passer un appel depuis l'appartement d'une victime de meurtre après le crime? Et pourquoi? Cet indice, au lieu d'éclaircir les choses, ne fit qu'ajouter une couche d'ombre à l'affaire. L'assassin essayait-il de détourner l'attention? Ou quelqu'un d'autre, découvrant le corps et agissant de manière irrationnelle? 6 mois après le meurtre brutal d'Isabelle Dubois, les espoirs d'une résolution rapide s'étaient évanouis. Malgré les efforts inlassables de l'inspecteur Jean-Luc Dubois et de son équipe, les pistes s'étaient taries. Le général Marcel Dubois, le voisin reclus, était devenu le principal suspect, mais sans preuve concrète le reliant directement à la scène de crime ou à sa localisation. Les fibres, l'empreinte de pas partielle, les traces sous les ongles d'Isabelle, tout fut analysé et réanalysé, mais les technologies de l'époque ne parvenaient pas à extraire les réponses nécessaires. L'affaire Isabelle Dubois fut classée sans suite, une plaie ouverte au cœur de Lyon, un mystère qui hanterait la ville et la mémoire de l'inspecteur Dubois pendant des décennies. La justice pour Isabelle semblait s'être perdue dans l'ombre des vieilles rues. Le classement de l'affaire Isabelle Dubois laissa une profonde cicatrice au sein de la police judiciaire de Lyon, mais plus encore chez l'inspecteur Jean-Luc Dubois. Cette affaire était un fardeau personnel, un échec qu'il ne pouvait simplement pas oublier. Les piles de documents, les photos de la scène de crime, le visage d'Isabelle, tout persistait dans son esprit, un rappel constant d'une justice qui n'avait pu être rendue. Malgré la pression de sa hiérarchie pour qu'il se concentre sur de nouvelles affaires, Dubois consacrait ses nuits et ses week-ends à réexaminer les dossiers, à la recherche de cette pièce manquante. Il sentait que quelque chose ou quelqu'un avait échappé à sa perception et cette idée lui rongeait l'âme. La vie d'Isabelle, si brusquement interrompue, était une mosaïque de couleurs et de passions qui continuait de résonner dans la mémoire de ses proches. Marie-Claire, sa meilleure amie et confidente, se souvenait d'Isabelle avec une lueur dans les yeux et une profonde tristesse. Isabelle était la joie de vivre incarnée, racontait-elle, la voix nouée. Elle voyait le monde d'une manière que personne d'autre ne voyait. Ses tableaux n'étaient pas de simples toiles, c'étaient des fenêtres sur son âme vibrante.
Marie-Claire décrivit leurs longues conversations sur l'art, sur les rêves et sur les petits défis de la vie d'une artiste en pleine ascension. Elle mentionna aussi la joie récente et non dissimulée d'Isabelle pour sa bourse à Paris, une reconnaissance de son talent qui allait la propulser sur la scène internationale. Elle était à son apogée, Jean-Luc, avait dit Marie-Claire à l'inspecteur, et quelqu'un lui a enlevé ça. Le directeur de l'école des beaux-arts de Lyon, monsieur Henri Dubois, sans lien de parenté non plus, où Isabelle avait étudié et parfois enseigné, exprima une perte similaire. Madame Dubois était une force de la nature. Sa technique était impeccable, mais c'était sa capacité à insuffler de l'émotion dans chaque coup de pinceau qui la rendait unique. Son meurtre a été une tragédie non seulement pour sa famille et ses amis, mais pour toute la communauté artistique de Lyon. Nous avons perdu une voix, une vision. Il confirma également la jalousie que la bourse avait suscitée dans certains cercles. Un venin silencieux qui imprégnait le milieu compétitif. Il y a toujours ceux qui ne supportent pas le succès des autres, n'est-ce pas? Songea-t-il avec un lourd soupir. Jean-Luc Dubois, tourmenté, poursuivait sa quête solitaire. Il examina chaque témoignage, chaque photographie, chaque preuve, aussi infime soit-elle. Les appels anonymes, autrefois considérés comme un simple désagrément, prirent un nouveau poids. Il se demanda s'il y avait eu une lettre anonyme connexe, une note menaçante qui aurait pu être jetée ou ignorée. Dans sa persévérance, il envoya à un expert en graphologie quelques notes qu'Isabelle avait prises dans son agenda au sujet des appels troublants, ainsi que d'étranges billets trouvés dans la boîte aux lettres de l'immeuble, initialement considérés comme de simples actes de vandalisme. L'expert, un homme âgé et méticuleux, ne trouva pas de motif clair ni d'écriture cohérente, mais il nota une certaine obsession dans les thèmes abordés, une fixation sur la pureté de l'art d'Isabelle et une condamnation voilée de sa vie mondaine. C'était un indice fragile, plus une impression qu'une preuve, mais il alluma une petite flamme de reconnaissance chez Dubois. Le ton, l'obsession, cela rappelait la façon dont le général Marcel Dubois parlait de l'art. Cependant, sans savoir où se trouvait le général Marcel Dubois et avec les technologies médico-légales limitées de l'époque, les indices restaient ambigus. L'empreinte partielle, les fibres, le sang et la peau sous les ongles d'Isabelle, tout cela fut réexaminé d'innombrables fois, mais les résultats étaient toujours les mêmes, insuffisants pour relier un suspect spécifique au crime de manière irréfutable. Chaque mois qui passait, la pression sur l'inspecteur Dubois augmentait. Ses supérieurs, soucieux des statistiques et des ressources limitées, exigeaient qu'il se consacre à des affaires plus résolubles. C'était douloureux, mais Jean-Luc fut contraint de reculer, d'accepter l'inévitable. L'affaire Isabelle Dubois, pour le monde extérieur, devint une affaire non élucidée, une tragédie sans réponse, condamné à rester dans les ombres de l'histoire de Lyon. Mais pour lui et pour ceux qui aimaient Isabelle, le feu de l'espoir, bien que faible, ne s'éteignit jamais complètement. 28 ans s'étaient écoulés depuis cet automne fatidique à Lyon. L'affaire Isabelle Dubois, une tragédie qui avait autrefois secoué la ville, s'était transformée en une légende urbaine murmurée, un sombre rappel des ombres qui pouvaient se cacher sous la beauté de la ville. L'inspecteur Jean-Luc Dubois, désormais à la retraite, portait le poids de cet échec sur chaque ride de son visage, sa persévérance solitaire incapable de briser le silence du passé. Mais le temps, implacable dans sa course, apportait aussi avec lui la promesse de nouvelles perspectives, de technologies capables de percer des secrets autrefois impénétrables. En 2018, une nouvelle initiative de la police judiciaire de Lyon, axée sur les affaires classées, une sorte de programme de mémoire judiciaire, cherchait à rendre justice aux victimes oubliées. C'est dans ce contexte que l'inspectrice Sophie Laurent, une enquêtrice à l'esprit vif et passionnée par les énigmes complexes, tomba sur les volumineux dossiers de l'affaire Isabelle Dubois. Sophie n'était pas seulement une experte des nouvelles technologies médico-légales. Elle possédait une intuition aiguisée, une capacité à voir des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos.
L'affaire d'Isabelle, avec son mélange d'art, de passion et de mystère non résolu, capta rapidement son attention. Elle ressentit la même angoisse que Jean-Luc Dubois, la frustration d'une histoire inachevée. Sophie se plongea dans les archives poussiéreuses, une véritable archéologie judiciaire. Les boîtes, jaunies par le temps, contenaient des rapports tapés à la machine, des photographies en noir et blanc de la scène de crime, des dépositions de témoins aux écritures variées et les registres méticuleux du docteur Sylvie Moreau. C'était comme feuilleter un livre oublié, chaque page un fragment d'une vie perdue. Elle étudia les notes de l'inspecteur Jean-Luc Dubois, percevant la profondeur de son dévouement et l'intuition qui l'avait conduit à suspecter le général Marcel Dubois, malgré le manque de preuves concrètes. Les observations sur les appels anonymes et les billets étranges prirent un nouveau sens sous le regard de Sophie. Parmi les centaines de pages, un détail attira son attention avec une force magnétique, le rapport d'autopsie du docteur Moreau. Là, méticuleusement documenté, se trouvait le compte-rendu du prélèvement de minuscules fragments de peau et de sang sous les ongles d'Isabelle. À cette époque, en 1990, la technologie d'analyse ADN était encore rudimentaire et il n'y avait aucun moyen d'extraire un profil génétique d'échantillons si minuscules et dégradés. Mais en 2018, la science avait progressé de manière exponentielle. Le laboratoire de Lyon, désormais équipé des techniques de séquençage génétique les plus modernes, pouvait réaliser l'impossible des décennies auparavant. Sophie savait que c'était là la clé pour résoudre le mystère. Elle demanda la réanalyse immédiate de ses traces. L'attente fut angoissante, mais l'espoir était palpable. Pendant ce temps, Sophie réexamina les entretiens originaux. Elle se concentra sur les voisins et collègues d'Isabelle, qui avaient mentionné le général Marcel Dubois. Ceux qui le décrivaient comme discret ou reclus, le décrivaient aussi comme étrangement intéressé par la jeune artiste. Une voisine âgée, Madame Henriette, qui vivait toujours dans le même immeuble, se souvint d'un épisode particulier. Il l'observait depuis sa fenêtre, raconta-t-elle à Sophie, la voix tremblante à cause de l'âge. Et il essayait de lui donner ces horribles sculptures. Isabelle était si polie, ma chérie, mais je voyais le malaise dans ses yeux. Elle essayait de l'éviter, vous savez. Sophie trouva également des notes dans l'agenda d'Isabelle, pas celles que Jean-Luc avait fait examiner pour la graphologie, mais d'autres, plus personnelles. Dans une entrée datée de quelques semaines avant sa mort, Isabelle avait écrit, sur un ton presque exaspéré, « Le général Dubois me met mal à l'aise. Il insiste avec ses cadeaux et ses commentaires sur ma pureté. C'est dérangeant. Il ne comprend pas que mon art est libre, qu'il ne lui appartient pas. » Cette note, autrefois considérée comme le simple coup de gueule d'une voisine excentrique, s'illuminait désormais d'une signification sinistre, corroborant l'intuition de Jean-Luc Dubois et les révélations de Madame Henriette. Le rejet professionnel et le refus d'accepter ses avances romantiques voilées, comme le décrivait le postulat, étaient évidents. Le malaise d'Isabelle face au général Marcel Dubois n'était pas qu'une simple impression. C'était une réalité qu'elle avait consignée dans son journal le plus intime. L'obsession platonique et malsaine du général, sa vision déformée de l'art et de la personne d'Isabelle, commençait à se dévoiler sous les yeux de Sophie. C'était la même fixation sur la pureté de l'art d'Isabelle et une condamnation voilée de sa vie mondaine que le graphologue avait remarqué dans les billets. La pièce manquante, le mobile de la fureur, commençait à se mettre en place. Le général, un homme qui projetait sur Isabelle la beauté et l'art qu'il sentait avoir perdu, n'avait pas supporté la souillure du rejet. La tension entre la victime et son agresseur était désormais indéniable, et l'ombre du général Marcel Dubois planait de nouveau sur l'affaire. L'analyse ADN serait la confirmation finale, la preuve irréfutable que Jean-Luc Dubois n'avait jamais pu obtenir. La justice, pour Isabelle, était enfin à portée de main. L'attente angoissante de Sophie fut récompensée. Quelques jours plus tard, le laboratoire de Lyon livra le résultat qui allait réécrire l'histoire de cette nuit fatidique. Le profil génétique, autrefois un mystère insoluble, désignait sans équivoque un nom, le général Marcel Dubois.
La preuve irréfutable que Jean-Luc Dubois avait tant cherché était enfin entre ses mains. Grâce à d'anciens dossiers et à des recoupements de données modernes, Sophie localisa le général qui vivait sous l'identité de Warren Phillips à Toulouse. Une nouvelle vie, soigneusement construite pour effacer le passé. Une surveillance discrète commença. Un café laissé sur une table de parc, une tasse jetée, suffirent pour prélever un échantillon d'ADN de l'homme qui se présentait désormais comme Warren Phillips. La confirmation fut accablante. C'était lui, le même homme qui vivait un étage en dessous d'Isabelle en 1990. L'arrestation fut spectaculaire, mais le général, confronté aux preuves, garda un calme troublant, admettant avec un léger sourire qu'il savait que ce jour viendrait. Lors de l'interrogatoire, la façade du héros s'effondra. Entre des aveux partiels et des silences calculés, Marcel Dubois révéla la profondeur de son obsession. La jalousie suscitée par la bourse d'Isabelle, le rejet de ses cadeaux artistiques et surtout son refus de céder à ses avances voilées avaient allumé en lui une fureur destructrice. Il avait eu le sentiment qu'elle souillait la pureté qu'il projetait sur elle, et cela avait déclenché la tragédie, un accès de rage qui avait culminé avec l'utilisation du vase brisé comme arme. Les empreintes digitales, désormais analysées technologiquement, furent retrouvées sur les fragments du vase, et l'ADN sous les ongles d'Isabelle scella son destin. En 2020, le général Marcel Dubois fut jugé. La sœur d'Isabelle, la voix brisée par l'émotion, témoigna de la joie volée. Les journaux intimes de Dubois lui-même, trouvés dans sa nouvelle résidence, détaillaient son obsession et sa préméditation, prouvant que le crime n'était pas un accident, mais le résultat d'un esprit tordu. L'expertise psychiatrique le diagnostiqua comme ayant une personnalité narcissique, incapable d'accepter le rejet. Le verdict fut unanime. Coupable. Marcel Dubois fut condamné à 28 ans de prison, une année pour chaque année de silence et d'impunité. L'inspectrice Sophie Laurent, aux côtés d'un Jean-Luc Dubois ému, sentit le poids de la justice tardive. Des années plus tard, en visitant la tombe d'Isabelle Dubois sous le soleil de Lyon, Sophie déposa une fleur. L'affaire Isabelle Dubois avait enfin sa conclusion. À Lyon, le passé ne meurt jamais. Il attend seulement que la justice trouve sa couleur.